Alors c'est parti pour le débrief numérique de la présidentielle avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, fin connaisseur de la politique et en particulier des politiques numériques. Également à vos côtés, Jean-Christophe Le Toquin, président de Scian, qui est une plateforme à but non lucratif qui aide les organisations publiques ou privées d'ailleurs, mais aussi les gouvernements à mieux appréhender les enjeux stratégiques de cybersécurité. Pour ne parler que d'une de vos casquettes, Jean-Christophe Le Toquin. Alors, Bernard Benamou, on va commencer ensemble. Déjà, moi, je me posais une question. Est-ce qu'on trouve une convergence dans les programmes numériques des candidats ? Est-ce que finalement, ce sujet du numérique est facile et fait consensus ? Qu'il apparaisse dans la plupart des grandes plateformes des candidats, parce que certains candidats n'y font absolument pas référence aujourd'hui, mais pour les principaux candidats, le sujet apparaît. Y a-t-il consensus sur une certaine politique dans ce domaine ? Non. Quand on regarde par exemple certains candidats qui mettent en avant la dimension écologique, ou en tout cas la transition numérique et écologique au travers effectivement de ces technologies, en lieu et place d'autres qui parlent effectivement davantage de souveraineté, qui parlent davantage effectivement d'enjeux plus stratégiques sur la situation actuelle du secteur. Je dirais que pour répondre à votre question, non, pour l'instant il n'y a pas une convergence réelle, mais on voit que le sujet est passé d'un sujet technique de bas niveau dans les campagnes à un sujet visible sur lequel on doit se positionner. On remarquera d'ailleurs que la toute dernière prise de position, à savoir la lettre aux Français du président de la République, fait mention des questions de souveraineté industrielle et technologique, numérique et spatiale. Donc on voit bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer, même sur un texte extrêmement court, qui n'est pas un programme, qui est vraiment une amorce par rapport à la suite. Donc on voit bien effectivement que pour ce qui est, et là je ne peux que m'en réjouir, pour ce qui est de la souveraineté numérique, qui est un sujet qui effectivement n'existait pas dans le champ politique il y a quelques années, on voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet que l'actualité, à la fois la pandémie, les différentes crises internationales, montrent comme étant un sujet central pour l'avenir. Et ça, on ne peut pour l'instant que s'en réjouir. Oui, la nécessité de retrouver une forme d'indépendance dans tous les secteurs d'activité, y compris les technologies et le numérique, c'est là où je pose la question du consensus, parce que finalement, est-ce qu'il y a plusieurs visions de ce que doit être la souveraineté numérique au sein des partis politiques, j'entends ? Absolument, oh que oui. C'est-à-dire que certains sont sur une logique radicale d'exclusion de toute forme de technologie étrangère, d'autres sont sur une logique effectivement de quotas, sur une logique effectivement d'aide spécifique qui pour l'instant n'existe pas, ce qu'on appelle en particulier le Small Business Act, donc l'aide spécifique de la commande publique vers les petites entreprises du secteur. Tout cela, il n'y a pas, je dirais, il y a un objectif global, un constat ou un diagnostic global qui est partagé sur notre vulnérabilité, notre retard. Il n'y a pas de consensus quant aux mesures. Et je dirais que c'est une bonne chose, parce que penser qu'il n'y a qu'une politique, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de politique. Et puis ça veut dire que donc ça laisse place à des débats et qu'on Absolument. va pouvoir enfin en parler devant les concitoyens. J'espère que ça fera partie en tout cas des sujets qui seront largement abordés pendant tout le mois de mars avant le vote. Jean-Christophe Le Toquin, est-ce qu'il y a à l'opposé, je dirais presque, des sujets sur lesquels le silence est assourdissant ? Alors oui, de manière générale, c'est vrai qu'on est au début d'une prise de conscience, je dirais, collective et politique, effectivement, de ces sujets. Aujourd'hui, le numérique et l'accélération avec les événements internationaux, heureusement, arrivent à un moment, enfin, ce sont des événements dramatiques, mais qui arrivent à un moment où il y a eu un gros travail de maturation, effectivement, au niveau plutôt technique, juridique et de réglementation sur les enjeux. Donc maintenant, on arrive à un moment de crise grave, mais pour lesquels, je dirais, les fondamentaux de la réflexion sont posés avec des réglementations qui arrivent, dont on ne sait pas comment on va les mettre en œuvre. Et c'est là où le politique va commencer à pouvoir jouer son rôle. Et c'est vrai que cette élection arrive à un moment finalement de charnière. Et dans 5 ans, on aura certainement une appréhension du numérique par les politiques qui sera très différente. Alors, parce que quand vous êtes venu, je crois que c'était la dernière fois d'ailleurs sur ce plateau, vous nous avez parlé de l'importance de protéger les lanceurs d'alerte en matière de cybersécurité. Est-ce que sur ces sujets-là, puisque là on est quand même dans un contexte de conflit européen, mondial, entre la Russie et l'Ukraine, ce sujet de la cybersécurité, il est majeur, bien évidemment. Ça a été même souligné par le secrétaire d'État Cédric O. Mais est-ce que ça ne va pas changer un peu les priorités en matière de politique sur la cybersécurité ?
Alors, ça, effectivement, très bonne question. La France, il faut comprendre qu'au niveau européen, la France a toujours été un peu exceptionnelle, pas au sens forcément de fantastique, mais de différente. Et typiquement, alors que je dirais, en Europe et dans le monde occidental, et je parle sous le contrôle de Bernard, on avait, je dirais, la cybersécurité était envisagée comme quelque chose de très technique, avec c'est vraiment les gens avec leur suite et le côté hacking, ce côté un peu dark, mais très technique qui prédominait dans l'imagerie collective. Ouais. La France, très tôt, a coloré ce sujet d'un côté militaire, autorité judiciaire, et donc il y avait ce mélange qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et aujourd'hui, à l'heure de ces événements, effectivement, on voit à quel point cette tendance qu'on a vu après s'élargir. C'est-à-dire que la France était la première et paraissait vraiment un peu hors sol, je dirais déconnectée, on va dire il y a 7-8 ans peut-être. Aujourd'hui, on a vu que cette tendance finalement a commencé à filtrer ou à s'infiltrer dans les débats et que les autres pays ont effectivement traité ces sujets de manière plus, je dirais, sécurité politique. Et maintenant, évidemment, ça va s'accélérer. Et là, les choix Alors, si on va vers une politique ultra sécuritaire face à la guerre, ça ne va pas forcément faire avancer les questions de chiffrement, de protection des citoyens. On va plutôt vers une politique de surveillance. Oui, la tension qui existe dans ces sujets, c'est-à-dire que les autorités de police et de justice sont toujours poussées pour effectivement davantage d'intrusion possible, pour parler le langage dans ces métiers de backdoors, donc de portes dérobées vers les terminaux. Est-ce que cette pression sécuritaire pourrait imposer de revenir sur le statu quo qui était que normalement il n'y a pas de porte dérobée et en particulier pas de porte dérobée obligatoire dans les téléphones, dans les terminaux, etc. Je crois qu'on n'en est pas encore là. S'il devait y avoir une dégradation du conflit, peut-être qu'effectivement ce genre de mesures, à l'évidence dangereuses, y compris pour nous, parce que ce que disent les experts, c'est que si on va vers là, c'est nos propres données qui deviennent vulnérables. Comme on a pu le voir lorsqu'Apple a souhaité analyser les photos sur iCloud, en particulier à des fins de recherche sur les photos pédopornographiques, on s'est rendu compte effectivement que leurs propos sur la vie privée, la protection de la vie privée, ne valaient rien. Et que quelque part, du jour au lendemain, les choses pouvaient basculer. Donc je crois effectivement qu'on n'en est pas encore là, mais que la cybersécurité... Mais je voudrais juste ajouter un point sur ce sujet, c'est qu'auparavant, on la voyait sur la sécurité des infrastructures d'État, infrastructures numériques. Aujourd'hui, c'est les manipulations démocratiques, c'est l'intrusion dans l'ensemble des phénomènes électoraux, c'est une toute autre dimension de la sécurité de nos démocraties qui est en jeu. Et quelque part, puisqu'on parlait de la Russie, il est clair que la Russie a, à de nombreuses reprises, aux États-Unis, en Europe et en France, eu l'occasion justement de vouloir, et elle le fait encore, s'ingérer dans les processus démocratiques, manipuler les opinions. Donc, par définition, on est face à une responsabilité des États vis-à-vis de cela et des entreprises, puisqu'on voit que beaucoup d'entreprises maintenant réagissent par rapport à la crise russe. Donc, je pense que... Est-ce qu'on retrouve les mêmes clivages droite-gauche sur cette question sécuritaire, cybersécuritaire, finalement ? Alors, c'est assez intéressant. Au niveau européen, je dirais, c'est plutôt du côté gauche qu'on va je dirais, tenter de protéger les conversations, les données personnelles, etc. Tandis qu'effectivement, sur le spectre droit, on va plutôt insister sur l'autorité, le contrôle des communications. Sur alors, c'est complexe comme sujet. C'est pas dit qu'aujourd'hui, on aille vers, effectivement, il y a toujours eu, même encore récemment, en Angleterre, typiquement ces derniers mois, il y a des tentatives d'imposer le contrôle et de réduire et de faire les phases de back. Plutôt du côté des libéraux. Donc, Mais aux États-Unis, même aux États-Unis, ce débat est un débat très ancien. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que dans l'administration Clinton, il avait été question d'installer une puce dont le chiffrement aurait été contrôlé par la NSA, qui s'appelait Clipper Chip, dans les années 90. Donc il y a toujours eu cette tentation, y compris, entre guillemets, dans le spectre gauche, ou en tout cas progressiste, par rapport, entre guillemets, aux conservateurs. Non, je crois que là-dessus, je dirais qu'il y a, pour dire les choses franchement, il y a aussi une absence de connaissance et de maîtrise technique des conséquences que cela pourrait avoir. Et je pense qu'à l'époque, l'administration Clinton s'était véritablement
montrée très imprudente et très maladroite dans la façon de gérer cette idée. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on l'a vu avec l'affaire Pegasus, NSO Group, on a vu que ce sont des questions qui sont de sécurité nationale, de sécurité d'État, de sécurité politique, et qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans ces domaines. Je pense qu'il faudra y revenir. Mais je pense que ces sujets sont malheureusement assez loin de la campagne telle qu'elle est en train de se produire. C'est ce que j'allais dire, Jean-Christophe Le Tocquin, vous qui conseillez justement ces organisations, ces gouvernements au niveau européen. Est-ce que vous les entendez vous questionner sur la politique cybersécuritaire qu'il faudrait mener ? Alors, sur un plan, je dirais, de politique telle qu'on l'a dans une élection présidentielle, les candidats politiques sont loin encore de ça. Oui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, sur les États-Unis, on dit toujours que les États-Unis sont 5 ans avant l'Europe, et ça peut encore continuer. Sur ce débat du numérique, donc eux aussi se posent la question de comment on régule notamment les plateformes et comment on gère la question de l'influence, des influences étrangères, etc. Donc c'est un sujet qui est brûlant. Et ce qui est frappant aux États-Unis, c'est que le débat, il n'est pas dans un débat forcément très clair, tel qu'on l'entend au sens politique en disant, je ne sais pas, par exemple, protection des données versus liberté d'expression, mais le débat est extrêmement polarisé. Ils sont en train de regarder comment on régule les plateformes, comment on gère ça. Et ce qui est très, très surprenant, c'est qu'ils sont dans une extrême polarisation des débats, non pas entre idées forcément très claires, mais entre démocrates et républicains. Et que donc, c'est pas tant finalement les idées qui sont claires que je vais dans un camp ou dans un autre, dans un camp politique ou dans un autre. Et du coup, ce qui fait qu'il y a finalement peu d'indépendance ou de gens qui osent s'exprimer en disant comment on devrait réguler, de peur d'être classé dans un camp ou dans l'autre. Et donc ça, c'est pas très sain comme situation. En matière de politique numérique, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont absents aujourd'hui des programmes des candidats et qui vous semblent être un manque qu'il faudrait combler ? Absolument, et je crois effectivement que, je citais tout à l'heure la lettre offensée d'Emmanuel Macron, il y a une tendance dans une partie, je dirais, de la classe politique à n'envisager que des mesures financières par rapport au numérique, c'est-à-dire le financement des startups, le financement des licornes, l'aide effectivement à ce genre d'acteurs, sans se rendre compte qu'aux États-Unis, puisqu'on en parlait, il y a une véritable politique industrielle du secteur, en particulier sur les petites entreprises, qu'on appelle là-bas le Small Business Act, donc la capacité à orienter de façon dirigiste, entre guillemets, une partie de la commande publique, pour mémoire, 23%. Vers les PME françaises ou européennes ? Voilà, il faudrait le faire. Alors certains parlent du Buy European Act, comme il existe le Buy American Act, mais je pense qu'il faudrait un Small Business Act parce que c'est ce qui a été un des leviers de croissance pour des entreprises à très très haute valeur ajoutée qui ont pu se développer aux États-Unis grâce à la commande publique. 23% de la commande publique fédérale va à des petites entreprises. Si on devait faire le compte en France, je pense qu'on en est très très loin en valeur. Et donc, par définition, je crois que ce mécanisme... Certains ont parlé de quotas, y compris le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui a dit qu'il faudrait effectivement des quotas, voire un Small Business Act. Et là, c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des candidats ? Pour l'instant, non. Il est question de quotas dans certains programmes. Il est question effectivement d'aide spécifique ou d'orientation vers des filières stratégiques, ce qui est une bonne chose. Mais... je crois effectivement que l'ensemble du clavier de politique industrielle à déployer pour aider le secteur n'est pas encore complètement occupé. Je précise qu'on est au début de la campagne, les choses peuvent être amenées à évoluer dans les programmes, mais en tout cas pour l'instant, certains sont plus en avance que d'autres sur la structuration de leurs projets. Moi, j'espère qu'on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire dire il nous faut aider notre secteur extrêmement pointu sur la création de petites et moyennes entreprises, devenir des leaders internationaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Notre manque en Europe, c'est qu'on n'a pas une seule société capable d'être compétitrice face aux GAFA, Natu, BATX chinois. Non. Donc, par définition... on l'entend quand même ça dans les discours. Mais l'anti-GAFA, oui. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures concrètes qui soient proposées pour aider le tissu de PME. On ne parle que de ralentir les GAFA, fiscalement, par des mesures de régulation, ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Christophe, sur les textes européens, DSA, DMA, etc. Mais on ne dit pas le chemin, la vision stratégique que l'on doit déployer pour justement créer des acteurs de ce genre ou aider à ce qu'ils puissent se créer. Il ne s'agit pas que l'État les crée, l'État n'est pas en mesure de les créer, n'a pas vocation à le faire, mais que l'État puisse participer, comme aux États-Unis, par des grandes mesures de défiscalisation, par des aides sélectives, par des programmes spécifiques, comme ils le font très largement, et ça a bénéficié à SpaceX, à Tesla, à bien d'autres. Par définition, nous n'en sommes pas encore là, parce que le mot a mauvaise réputation. Le mot politique industrielle, en France, est connoté années 70, vieux programme, époque pompidolienne. Non.
Aujourd'hui, il faut que l'État redevienne stratège dans ce Ça domaine. pourrait quand même être entendu, justement, tout le tissu économique français pourrait être sensible à ce type de mesures. Donc, mais le tissu... potentiellement, c'est plutôt électoraliste de parler d'un Small Business Act. Voilà, mais le tissu économique l'est, mais à tort ou à raison, les politiques conçoivent que s'ils le faisaient, ça n'aurait pas une grande répercussion, si j'ose dire, auprès de monsieur et madame Michu, et deux, ça mécontenterait des très gros acteurs, c'est-à-dire le CAC 40, pour dire les choses, et qui ont un poids politique certain dans leur secteur respectif. Donc, par définition, la balance bénéfice-risque n'est pas évidente. Est-ce que la crise actuelle changera les choses ? Pour moi, c'est l'un des enjeux pour les temps qui viennent. Alors, si on parle de monsieur et madame Michu, vous dites, mais tout le monde, la société numérique telle qu'elle évolue, aujourd'hui, l'Europe tente de la réguler, mais finalement, est-ce que nos politiques sont suffisamment dans la projection dans l'avenir ? Puisqu'on voit que les régulations s'intéressent à l'état des lieux, je dirais, ce qui existe aujourd'hui du côté des GAFAM, et eux sont déjà en train presque de se positionner sur d'autres volets technologiques. Je pense notamment à Meta qui investit dans le métaverse. Est-ce que nos politiques sont conscients de cette projection vers l'avenir qui semble nécessaire ? Si la question est pour moi, non. Enfin, ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les familles ont leurs enfants qui sont constamment sur les écrans, avec des services plus populaires que d'autres. Et il n'y a pas... dans le nombre, il y a forcément des difficultés, des incidents qui peuvent arriver. Il y a aussi la problématique des problématiques de sécurité, simplement de virus et d'attaques de phishing, de perte d'accès à ces données, à ces coordonnées. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, parce que ça reste encore assez théorique, finalement, malgré que ça soit tellement d'heures qu'on passe sur ces éléments, il n'y a pas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, mais c'est vrai aussi en Europe, il n'y a pas de réflexion sur comment on assiste la population. Aujourd'hui, vous avez des incendies, on appelle les pompiers, il y a le 112, etc. Tout ça, c'est assez organisé. Sur le numérique, on a affaire à un environnement qui est quand même assez diffus, assez complexe, avec plein d'acteurs qui sont différents, mais parfois qui peuvent se recouper. Et il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas se dire comment on assiste nos citoyens de manière simple, coordonnée, avec des gens derrière qui sont suffisamment... je dirais des organisations suffisamment structurées pour répondre aux besoins des... Donc les régulations aujourd'hui en cours qui tournent autour du DSA, du DMA, qui vont au-delà de ce que fait le RGPD, pour vous, elles n'apportent pas de réponse sur la protection des citoyens ? Alors, elles mettent en place une régulation qui va être totalement nouvelle et qui va permettre, je dirais, de rééquilibrer et de réfléchir correctement aux grands enjeux et aux grandes, je dirais, tensions entre les différents acteurs. Donc, ce qui arrive est très positif et va mettre quelques années avant que chacun puisse acquérir la connaissance requise pour réguler correctement. Non, là, on est sur une très bonne réflexion. Ce qui manque aujourd'hui... et qui va sans doute se faire à l'aune de ces nouvelles régulations, c'est quel est le panorama des structures qui apportent de l'assistance numérique aux parents, aux entreprises, aux PME, etc. Ça fait partie de certains... C'est-à-dire la mise en œuvre effective des régulations qui pourront justement s'adapter à l'évolution de ces technologies. Ça fait partie des programmes de lutte contre l'électronisme. Alors, c'est le cas, effectivement, je crois, de mémoire, du programme de Mélenchon. C'est aussi le cas de Mme Valérie Pécresse avec son projet de création de grandes écoles numériques, en particulier pour les enseignants, donc pour aider justement à accompagner. Donc, cette notion de lutte contre la fracture numérique, d'accompagnement des citoyens, elle existe. Je dirais effectivement, elle a été sous-estimée, en particulier dans la crise Covid, on l'a vu avec la pandémie, où on a demandé aux gens d'aller massivement sur des terminaux, prendre des rendez-vous de vaccination, de tests, etc. Et on s'est rendu compte que certains ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise des instruments technologiques pour le faire. Donc ça fait entre 13 et 17% de la population, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, il y a encore... On a pensé à une sorte de vision magique du numérique qui allait se répandre sur 98% de la population et que ce serait... Oui, parce que c'est pas parce qu'on utilise qu'on sait... l'utiliser finalement. Et que dès qu'il est question de formulaires administratifs, dès qu'il est question de choses un peu complexes qui ne correspondent pas à des manipulations en quelques clics, on se rend compte effectivement qu'il y a une diversité de qualité dans les services, qu'il y a un problème d'ergonomie dans beaucoup, y compris des grandes plateformes. Et on se rend compte effectivement qu'il y a parfois des grandes plateformes qui n'ont pas conçu suffisamment de manière ergonomique leur système. Et donc, il est vrai, sans parler des problèmes de langue, puisque quand je vous parlais des gens qui n'ont pas pu prendre des rendez-vous pour la vaccination, par exemple, il y avait des gens qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue pour lire. Et donc, il y avait un problème de multilinguisme, etc. Donc, il y a plein de problèmes. Mais je dirais, ça, c'est une des parties qui est le plus visible vue du politique. Parce qu'en gros,
c'est une demande récurrente des citoyens et des C'est élus. l'éternelle fracture numérique dont on parle depuis des vingtaines d'années. Absolument. Mais la partie organisme, effectivement. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe Leussin, vous êtes président d'une organisation qui s'appelle Point de Contact, qui travaille sur la protection justement contre les contenus violents, les contenus à caractère pédopornographique par exemple. Et vous dites, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de poids, de puissance pour protéger les citoyens. Il nous faudrait d'autres organisations au niveau européen ? Alors clairement, l'exemple un peu typique qui montre les progrès, mais qui montre aussi que les progrès sont lents. Il y a une très bonne initiative qui a été lancée le mois dernier, qui s'appelle le Campus Cyber, qui est une initiative réunissant les différents acteurs du monde de la cybersécurité, au sens traditionnel, si j'ose dire, du terme, c'est-à-dire les attaques informatiques, les vulnérabilités, etc. Donc tout ce qui permet de sécuriser le réseau. Et là, effectivement, l'approche est excellente parce qu'il faut fédérer les acteurs et encourager le partage d'informations entre entreprises, qu'elles soient utilisatrices ou fournisseuses de solutions. En revanche, ce qui est assez frappant, c'est que le campus cyber est dans une bulle de cybersécurité, de gens qui sont dans le même environnement et ne traite pas les questions dont Bernard a évoqué, d'influence, de contrôle des contenus, etc. Or, c'est l'essentiel aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et c'est lié. C'est l'essentiel aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui à quel point les campagnes d'intrusion chinoises ou russes ont pour vocation d'affaiblir nos processus démocratiques et, dans le même temps, d'améliorer leurs outils d'intelligence artificielle pour justement avoir des solutions qui s'imposent à nous. Il y a vraiment différentes réponses qui peuvent être proposées et dont peuvent s'emparer les candidats à l'élection présidentielle 2022 en France. On continuera d'en parler toutes les semaines, tous les lundis. Merci beaucoup Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Jean-Christophe Le Tocquin, président de Scian. Juste après la pause, on se retrouve pour l'alerte cyber. On va aller prendre connexion avec Damien Bancal qui a rencontré la cyberarmée ukrainienne.